Et t'étais au Cap Nord avec eux ou pas? Non, 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 je suis pas reparti. Non? Tout le boulot. T'es pas allé? Ok. Ok, bonjour à Max tous. 50, tu veux. Ouais, on va démarrer. Je pense qu'on est en live. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien à travers le chat, si vous êtes bien arrivés, si vous nous entendez bien, si les caméras fonctionnent. Nickel, salut Alex. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Il est 10h00, on va démarrer. Merci déjà à nos participants d'être avec nous pour ce troisième webinaire donc organisé par Réseau Entreprendre Paris. Ce que je vais faire le temps que tout le monde se connecte, c'est de vous raconter un peu ce qu'on fait au Réseau Entreprendre, puisque j'imagine que tout le monde ne connaît pas notre action. Et puis ensuite, bien sûr, on démarrera la table ronde. Donc le Réseau Entreprendre est un mouvement qui existe maintenant depuis 35 ans, qui a démarré à l'origine dans le nord de la France, dans un contexte de crise économique très important. Et à ce moment-là, un certain nombre de patrons se sont donnés donc comme objectif d'accompagner le territoire pour créer des emplois. Donc tout est parti de ce collectif de chefs d'entreprise qui cherchaient à accompagner des dirigeants, des nouveaux dirigeants d'entreprise, de façon philanthrope, de façon gratuite et généreuse pour dynamiser leur territoire. Et donc aujourd'hui, le Réseau Entreprendre, ce sont à peu près 80 implantations dans 10 pays. Et donc voilà, ce webinaire est organisé par Réseau Entreprendre Paris, qui est l'antenne de Paris de ce réseau. Paris a été créé il y a 15 ans. Aujourd'hui, nous accompagnons à peu près 60 nouvelles entreprises par an. Et nous avons, en fait, nous faisons ce travail grâce à nos 400 mentors. Et ce matin, Lucas et François sont des bons représentants puisque ce sont des mentors de Réseau Entreprendre Paris qui accompagnent des plus jeunes lauréats. On est très mobilisé évidemment à l'occasion de la crise du Covid. On a eu beaucoup d'échanges avec des entrepreneurs, évidemment nos entrepreneurs et puis les entrepreneurs qu'on peut côtoyer avec ce métier. Et on a compris l'importance de choisir ce thème de l'adaptation, du pivot, qui est évidemment un thème d'actualité. Et pour ça, donc, on a choisi de faire témoigner des entrepreneurs aguerris, nos entrepreneurs de ce matin qui ont connu des moments où voilà, des difficultés qui ont pu mettre en péril la survie de l'entreprise. Et donc, on espère que ça puisse vous aider, tous ceux qui nous écoutez, à prendre des choix pour le contexte actuel. J'imagine que par comparaison ou par analogie, vous pourrez en tirer certaines conclusions. On avait d'abord imaginé centrer tout ça autour du thème du pivot, qui est un thème bien connu chez les entrepreneurs. Et puis, on a un peu ouvert cette acceptation. On a vu qu'il y avait pas mal de nuances à mettre derrière ce mot du pivot. Et donc, ce matin, on a 3 trajectoires qui sont assez différentes, mais qui finalement tournent autour de cette adaptation de l'offre, de l'organisation face aux difficultés. Donc, c'est notre thème du jour. Donc, il sera question de pivot avec des trajectoires d'entreprise comme celle de PopChef. Et donc, je remercie François Defitte d'être avec nous. Il sera question de Bonjour à tous, croissance merci externe Maxime. avec la trajectoire du groupe NGI. Et donc, je remercie Didier Sensé également d'être avec nous. Merci Didier. Bonjour à tous, merci Maxime. Et puis, il sera question aussi d'innovation plutôt continue, de stratégie, voilà, d'innovation en permanence avec une entreprise comme Ignition Programme. Et donc, merci à Lucas Servant d'être ici, cofondateur d'Ignition Programme. Salut, merci Max. Merci à tous les trois. Donc, on est ensemble jusqu'à 11h. Je rejette un petit coup d'œil au chat. Il semble que tout le monde soit bien arrivé. Donc, on est ensemble jusqu'à 11h. Grosso modo, on va articuler cette table ronde autour de 3 parties. D'abord, revenir sur la trajectoire de nos intervenants, comprendre un peu quelle a été leur adaptation, quelles ont été leurs difficultés. Ensuite, on s'interrogera sur les facteurs clés de succès du coup pour cette adaptation, pour ce pivot, pour qu'il soit réussi. Et puis ensuite, on verra quels enseignements ils en tirent. Et puis éventuellement, on mettra tout ça en perspective avec la crise actuelle du Covid-19. Parce que bien évidemment, c'est une question qu'on se pose tous. Je vous encourage à poser vos questions à travers donc l'onglet des questions directement. Vous devez voir qu'il y a un chat et puis il y a un onglet de questions. Et vous avez la possibilité de voter pour les questions des uns et des autres. Donc, on prendra 10 minutes à la fin de cette rencontre pour traiter des quelques questions qui auront été les plus plébiscitées.
Voilà, alors je crois qu'il y a un petit sujet. Est-ce que Didier, tu es toujours avec nous? J'ai l'impression qu'on a perdu Didier, que je vais essayer de retrouver. Hop. On va l'inviter à nouveau sur scène. Les aléas du direct. Mais voilà, Didier revient, Didier est parti, Didier est revenu. J'essaierai de vous réintégrer au chat si ça arrive. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par donc un rapide tour de Zoom, tour de Livestorm, pardon, et que donc chacun de nos intervenants puisse se présenter en quelques mots. Et peut-être que vous nous disiez un peu ce que vous faites, quelle est votre activité, et puis peut-être un chiffre intéressant sur votre activité, que ce soit la taille de vos équipes, voilà, un chiffre un peu représentatif de ce que vous faites. Lucas, est-ce que tu veux commencer? Allez. Donc, moi, ça fait 6 ans que j'ai monté Ignition Programme, qui est une boîte qui fait du recrutement, de l'accompagnement RH et de la formation, principalement à destination des startups sur le marché de Paris. On a aussi un peu développé l'international. Aujourd'hui, on a une 50aine de salariés et on recrute en rythme annuel à peu près 500 candidats par an chez nos entreprises partenaires, ce qui est notre principale activité. Ok, merci beaucoup. Didier, tu veux continuer? Ouais, Didier Sensé. Donc moi j'ai repris une entreprise en 2007, donc il y a déjà quelques années. Hein. C'était vraiment dans le monde avant même la crise de 2008, qui était une entreprise de distribution de matériel de radiologie. À l'époque, c'était une boîte qui faisait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 personnes, et qui était un petit peu un virage stratégique, on va en parler tout à l'heure, de numérisation de l'activité et complète de la chaîne de valeur. On l'a développé pour en faire une entreprise qui était extrêmement représentée sur son marché, grosse part de marché en France, qui a terminé le parcours en 2017, puisque je l'ai vendu à un groupe mutualiste alors qu'elle faisait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près 130 personnes. Voilà. Et depuis, je suis coach de dirigeants. J'accompagne les dirigeants dans les parcours de développement tels que ceux que l'on peut connaître, que nous vivons tous, au sein du cabinet Visconti. Voilà. Ok, merci beaucoup. François, je t'encourage à terminer. Ouais, alors François, donc moi j'ai lancé il y a 5 ans une boîte qui s'appelle Top Chef, qui fait de la livraison de repas pour les entreprises. Donc on veut réinventer la cantine en installant des cantines digitales dans les entreprises qui soient engagées, éco-responsables et qui s'installent en moins d'1 heure. En 2 mots, nous en fait là où c'est disons là où le parcours est cohérent avec le thème, c'est qu'il y a 2 ans et demi, on livrait en B2C, on a dû faire un pivot radical du B2C vers le B2B. Donc, on s'est séparé des 3/4 de l'équipe en 15 jours suite à une levée de fonds qui a raté. Donc, c'était soit, en fait, la boîte mourait, soit on pivotait radicalement. Et on a tout recommencé à zéro en reconstruisant la boîte en B2B. Et voilà. Et donc, 2 ans et demi après, d'ici la fin de l'année, on sera à peu près 2 fois plus gros qu'avant le pivot. Donc, ça a très bien fonctionné pour nous. Mais ça a été extrêmement délicat comme période, donc on pourra en reparler. Et voilà, et pour le petit chiffre, aujourd'hui, nous, on fait environ, on a livré en tout cas 1 million de repas depuis le début de Top Chef. On a une 40aine de salariés et on fait aujourd'hui à peu près 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Alors, fort de cette présentation, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par une petite mise en énergie, un petit quiz. C'est une tradition chez Réseau Entreprendre Paris. Peut-être pour démarrer, donc je vais vous soumettre 3 phrases et je vous demande de répondre par vrai ou par faux et puis de nous expliquer un peu votre position par rapport à ces 3 phrases. La première, et puis on peut commencer par toi François, il faut forcément être face à un échec pour s'adapter. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'aime bien ces questions radicales. Tu peux que répondre oui ou non. Non, je pense pas forcément qu'il faille être face à un échec. Maintenant, c'est sûr que ça aide. Les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui anticipent les changements, mais évidemment, en fait, quand tout va bien, c'est difficile de savoir pourquoi ça fonctionne. Et quand tu as un échec, tout d'un coup, tu comprends ce qui allait pas. Donc, c'est vrai que les échecs permettent de grandir et d'itérer beaucoup plus rapidement que quand les choses
que quand c'est dans le calme avant la tempête. Donc oui et non. Voilà, désolé pour la réponse, c'est pas très, Réponse de Normand. très tranchée. Lucas, tu partages. Il faut être face à un échec. Allez, je vais m'engager, je vais dire faux. Non, en tout cas, nous, notre expérience chez Ignition a plutôt été celle de j'utilise un terme un peu négatif, mais d'une forme de paranoïa totale vis-à-vis de l'avenir de notre marché. Et du coup, on a essayé de déployer des formats dans des moments où on allait bien, qui étaient vraiment sur en fait comment est-ce qu'on anticipe l'échec de demain. Donc j'ai peut-être l'impression, même si on n'a pas fait des pivots qui étaient radicaux, que du coup on peut ne pas être face à un échec pour s'adapter. D'accord. Alors peut-être deuxième affirmation, et puis on commencera par Didier. Didier, est-ce que le pivot, donc l'adaptation, l'entreprise, c'est une étape nécessaire pour tout entrepreneur, ou est-ce que certains, au fond, en sont épargnés? Didier, est-ce que tu m'entends? Ah, Didier n'est plus avec nous. Nous avons perdu. Nous avons perdu Didier. Hop. On va réinviter sur scène. C'est bon? Vas-y. Est-ce que tu veux que tu l'invites sur scène? Je voulais juste rebondir sur la première question. Vas-y, je t'en prie. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je reprendrai la célèbre phrase d'Andy Grove, le PDG d'Intel, seuls les paranoïas survivent. Donc, je pense pas qu'il faille un échec pour s'adapter. En revanche, il faut avoir une conscience aiguë du danger et puis pouvoir détecter très en amont les signaux faibles. Voilà. Et effectivement, c'est la conscience du bain de danger potentiel qui pousse à s'adapter et à faire soit des pivots ou des adaptations indispensables. Sinon, je pense qu'on se prend vite dans le mur. Autrement, que c'est une étape nécessaire, je dirais vrai et faux, tout dépend de ce qu'on entend par pivot. Si le pivot nécessite, si le pivot, ça veut dire transformer en profondeur un business model, une culture, une taille d'entreprise, alors faux. De nombreuses entreprises arrivent à trouver leur bon positionnement et à s'y épanouir. En revanche, si le pivot, c'est un mouvement continuel fait d'adaptation permanente à son environnement, alors oui, je pense que toutes les entreprises doivent pivoter, ce qui est indispensable pour qu'elles puissent survivre dans un environnement qui est éminemment changeant. J'imagine que Lucas, tu partages ce point de vue? Ouais, je partage. Et puis, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est un peu l'horizon qu'on regarde. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même très, très peu d'entreprises qui démarrent, enfin, en tout cas dans ce monde peut-être aussi très start-up dans lequel nous on évolue. Je vois peu de clients autour de nous qui n'ont pas, dans leur création, pivoté assez fortement, adapté leur modèle. Et derrière, après, dans la durée longue aussi, qui à un moment donné ont été fait face à ces crises qui demandent les nécessaires réadaptations sur le business model. Donc, ouais, je vote pour vrai. Ok, et il y a une dernière affirmation, et je vais la poser à François. Pivoter, est-ce que ça signifie qu'on met tout à la poubelle et qu'on change tout nécessairement? Là, je réponds faux. Pour moi, le pivot, justement, en tout cas, conceptuellement, la façon dont je vois le pivot, c'est que tu gardes quand même un pied qui est fixe et que c'est l'autre pied qui bouge. Tu pivotes. Donc, tout jeter à la poubelle, ce serait pas un pivot, ce serait juste recommencer à zéro. Et à ce moment-là, pourquoi pivoter? Si tu as tout recommencer à zéro, autant créer une nouvelle structure juridique et puis nettoyer la cap table et tout recommencer à zéro, c'est beaucoup plus simple. Donc, je trouve que le pivot, forcément, tu gardes certains actifs de ta boîte, simplement t'en jettes d'autres. Et donc stratégiquement, c'est plutôt un réalignement avec là où le client voit de la valeur. Donc je vois plus ça comme un process d'itération de ton entreprise que comme une réinvention. Mais qui à mon avis est indispensable et je connais aucune boîte qui aujourd'hui a réussi à se développer qui n'est pas passée par une période de pivot. Généralement, c'est plus tôt que plus tard, hein, parce que c'est comme quand tu as un vélo, en fait, plus tu vas vite, plus c'est difficile de tourner la barre du vélo et de changer. Au début, c'est très facile de tourner, donc je pense que c'est plutôt au début que ça arrive. Quand ça arrive plus tard, comme ça nous arrive à nous, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué et ça fait des dégâts. Mais je connais aucune boîte qui n'a pas à minima un tout petit peu changé de direction. Ok. Alors la raison pour laquelle on vous a proposé de venir, bien sûr, c'est que vous avez tous les trois connu des situations complexes, des situations d'adaptation. Et du coup, je propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Est-ce que Didier, tu peux nous raconter un peu cette évolution de ton entreprise, l'évolution des modèles, et puis en quoi a consisté donc cette stratégie d'adaptation dans le cas du groupe NGI?
Ouais, alors moi je suis, comme je vous l'ai expliqué, dans un secteur d'activité qui était l'imagerie médicale et qui en fait a subi une évolution qui est très comparable à l'évolution qu'a subi le marché de la photo. Donc vous savez aussi bien que moi que la photo, les acteurs qui dominaient le marché de la photo il y a 20 ans sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Certains, comme Kodak, ont carrément fait Chapter 11, donc ça a été une évolution vraiment extrêmement spectaculaire en relativement peu de temps. Et moi, je suis arrivé sur un secteur dans lequel l'entreprise que j'ai rachetée était extrêmement rentable sur un modèle qui était figé depuis des années, pour ne pas dire des décennies, vente, revente de matériel avec très forte marge, un service à valeur ajoutée qui fonctionnait bien, et un modèle économique qui était très stable, ce qui a permis de justifier une valorisation de l'entreprise que j'ai rachetée chère avec une grosse dette senior. Et l'arrivée de la digitalisation a un petit peu changé la donne dans mon secteur d'activité. Il est arrivé des technologies 100% digitales, donc qui permettaient de faire des examens de radiologie beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Il n'y avait plus cette phase, comme on le faisait dans l'appareil photo, de développement, j'allais dire, de tout le processus analogique qui faisait que les temps d'examen étaient très longs. Là, l'arrivée du 100% digital a raccourci par 3 les temps d'examen. Maintenant, les constructeurs ont mis en place sur le marché des matériels qui étaient beaucoup plus chers que les appareils analogiques. Du coup, il y a eu un mouvement de concentration des radiologues qui se sont regroupés pour acheter du matériel beaucoup plus cher. Et donc, ça a diminué la demande par 2 et les marges, effectivement, se sont effondrées. Bon, et donc, moi, je suis arrivé j'ai dû travailler dans un modèle où finalement les fondamentaux économiques étaient en train de changer très, très rapidement. Ça s'est fait en l'espace de 2 à 3 ans. Donc, mon premier réflexe, c'était de sortir d'Île-de-France, où l'entreprise avait concentré l'essentiel de son activité, et je me suis développé nationalement pour compenser les baisses de marge par une augmentation du volume. Et en 4 ans, on est passé de 3 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est là que j'ai pris conscience des limites de mon modèle, parce qu'en tant que distributeur, j'étais quand même très, très tributaire des zones que des fournisseurs m'accordaient. Et je ne pouvais pas me développer très au-delà de ce que j'avais fait, donc en dehors des frontières, si ce n'est racheter des distributeurs, etc. Mais là, changer complètement de paradigme. Et puis surtout, au-delà de ça, parce que j'avais des velléités entrepreneuriales assez fortes, et pourquoi pas aller à l'international, mais j'ai surtout pris conscience que j'étais finalement, dans ce modèle distributeur, un petit peu prisonnier entre le marteau et l'enclume. J'avais d'un côté le client qui exerçait une pression par le haut, et puis le fournisseur et les constructeurs qui m'empêchaient finalement de me développer comme je voulais le faire. Et c'est là que j'ai compris qu'en effet, il était nécessaire de changer ou d'adapter le modèle pour que je sois beaucoup plus maître de mon développement en repensant complètement la chaîne de valeur et puis mon positionnement sur ce marché. Et alors du coup, comment ça s'est passé? Ça a duré combien de temps finalement, cette évolution, cette prise de conscience pour toi? Alors, on est sur un marché quand même qui est extrêmement résilient et qui est très très long à bouger. Alors, le moment entre les technologies sont disponibles, le moment où elles sont adoptées, quand même, tu as un facteur réglementaire qui est très très fort. Avant, par exemple, on cite un exemple, que les mammographies numériques soient acceptées dans le dépistage du cancer du sein, de faire un zoom sur quelque chose de très spécifique à cette activité. Il faut que le législateur soit convaincu, il faut que effectivement toutes les sociétés savantes soient convaincues du bien fondé de passer au digital. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc on est sur des cycles qui sont relativement longs et qui permettent de s'adapter. Et là, effectivement, ce qu'on a décidé de faire finalement avec mes associés et puis avec mes plus proches collaborateurs, c'est essayer de capitaliser sur le positionnement qu'on avait, qui était très très fort sur on avait une base de clientèle qui était très très solide et puis des relations fortes avec nos clients, pour essayer de pousser le modèle autour d'un one-stop shop de la radiologie, autour duquel effectivement le radiologue qui était dans un environnement qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus changeant, et beaucoup moins maîtrisé finalement que ce qu'il était auparavant. C'est-à-dire que les radiologues, la digitalisation avait des conséquences très fortes pour eux et ils avaient du mal à comprendre finalement tous les aspects technologiques. Ils les maîtrisaient beaucoup moins que par le passé, à l'instar des photographes finalement. On a décidé de faire un one-stop shop de la radiologie sur lequel effectivement le radiologue il avait un partenaire à 360 degrés qui était capable de lui fournir à la fois le matériel, les logiciels d'exploitation et toute la batterie de service. Et la partie logicielle était intéressante parce que c'est là qu'était la valeur. Et on a décidé de se développer sur le segment logiciel à travers des solutions d'archivage de données médicales et toutes les solutions qui permettent de gérer les cabinets de radiologie. Et on a décidé effectivement d'avoir une stratégie assez agressive là-dessus et de faire de la croissance externe pour pouvoir maîtriser effectivement beaucoup plus notre modèle et avoir une valeur ajoutée que l'on recrée à travers des logiciels et des services, tout en gardant une activité matérielle qui était quand même assez forte, mais qui, au fil du temps, est devenue marginale. À la fin du parcours, l'activité logicielle représentait 60% de notre chiffre d'affaires et 80% de notre valeur ajoutée. Voilà. Mais effectivement, ça a été il y a eu 2 ans, effectivement, on a subi. On
on a commencé, on a suivi. Donc, on a vu j'allais dire, le mur se rapprocher, qui se traduisait effectivement par des projections de trésorerie qui étaient assez inquiétantes, parce que là, pour le coup, la dette senior restait la même, et puis les charges avaient tendance à augmenter, parce qu'on avait fait, avec le développement national, une augmentation très significative des charges. Donc, ça nous a laissé le temps de construire l'histoire, d'aller faire un tour de table, 2 tours de table, et puis de repérer des cibles qu'on a fini par acquérir. Ok. C'est intéressant parce qu'effectivement, on est sur un mouvement qui a duré plusieurs années pour toi, entre la prise de conscience, l'élaboration de cette stratégie. Peut-être à l'opposé, j'ai envie de dire, François, est-ce que tu veux nous réexpliquer un peu mieux le pivot de PopChef entre le B2C et B2B? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc nous, peut-être pour le contexte, historiquement, quand on s'est lancé en 2015, on voulait créer le Uber de la food. Alors c'est pas très original aujourd'hui, mais c'était très original à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore justement Uber Eats, Freshti, Deliveroo et compagnie. Et donc on a voulu créer le Uber de la food, et en fait ça a bien marché, donc on a eu une bonne croissance. On livrait à la fin plusieurs milliers de repas chaque jour. On avait une quarantaine de salariés dans la boîte, et on grossissait assez vite. Donc la top line était très bonne, mais la bottom line, donc la rentabilité était très mauvaise, comme tous les acteurs sur ce marché, et un peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, donc avec Deliveroo, Freshti, tous ces acteurs-là, on est parti faire des levées de fonds pour essayer de tenir, en expliquant qu'avec le volume, on arriverait à devenir rentable, et que en fait certains acteurs mourraient, et que ceux qui restent, ceux qui survivent, vont récolter un peu tous les fruits du marché. Donc stratégie très risquée, et puis en fait il se trouve que la stratégie a pas fonctionné. On devait faire une levée de fonds de 10 millions d'euros qui s'est plantée 2 semaines avant le closing. Donc 2 semaines avant le closing, ça veut dire que ça fait déjà 6 mois qu'on est en train de lever des fonds, qu'on arrive à la fin du process. Donc on a prévu pile assez de cash. Généralement on prévoit 9 à 10 mois de cash, peut-être 12 mois de cash quand on va lever des fonds. Nous, il nous reste à peu près 3 mois de cash quand on a reçu le nom du fonds. Donc avec 3 mois de cash et un cash burn de 200 000 euros par mois, en gros, c'est très compliqué de survivre. Donc là, on n'avait pas trop d'autres options. On a réuni tous les salariés dans une salle de réunion, et je pense que c'est ce qui nous a sauvés, c'est la transparence qu'on a eue. On peut en reparler, si tu veux, après, Maxime, si c'est une des questions que tu peux poser sur comment exactement, quelles étaient les méthodes qui font qu'on a réussi à survivre ce pivot. Mais on a rassemblé les salariés dans une salle de réunion, et on leur a dit, voilà, il y a 2 options. Donc soit on arrête tout maintenant, on va tous aller se prendre une bière au bar à côté, et puis on se dit qu'on a essayé, et puis on rend les 3 mois de cash qui restent aux investisseurs, aux livreurs, aux fournisseurs, pour que tout le monde soit payé. Ou alors il y a une option 2 qui est de dire qu'on sauve la boîte, et en revanche, vu qu'il ne reste que 3 mois de cash, ça va être extrêmement brutal. Il faut qu'on pivote sur un modèle qui est beaucoup plus rentable et qui ramène en fait de la trésorerie immédiatement. Et avec cette trésorerie-là, il faut qu'on puisse payer les quelques salaires qui restent. Donc en gros, il faut qu'on passe de 40 salariés à 8 salariés, et qu'on fasse ça en moins de 15 jours. Donc discussion générale, nous on est ouvert à tout. On le fera pas si une personne ici met un veto ou a pas envie que ce plan fonctionne. Et puis je trouve qu'en fait tout le monde était d'accord pour dire que c'était évidemment ce qu'il fallait faire, et qu'il fallait tenter de sauver la boîte s'il y avait une solution qui existait. Et donc on a en fait tous voté voté, en tout cas on a tous choisi ce plan-là, et puis en 15 jours on est vraiment rentré en fait en situation de crise, donc un peu de guerre, quoi. On a viré une trentaine de salariés, on a épluché les comptes en banque ligne par ligne, on a regardé tout ce qui n'était pas essentiel, indispensable à la survie de la boîte, et donc en fait pour chaque ligne on se posait cette question-là: est-ce que c'est nécessaire à la survie de la boîte, oui ou non? Si la réponse est oui, c'est nécessaire, on renégocie. Si la réponse est non, c'est pas nécessaire, on coupe. Donc on a coupé le café, par exemple. Le café, c'était pas nécessaire à la survie de la boîte. Et donc on a coupé toutes les dépenses comme ça. On a même bloqué nos cartes bleues pour obliger en fait les SaaS à s'arrêter, parce que certains logiciels voulaient pas, avaient des engagements, etc. Donc on a dû couper les cartes bleues pour pouvoir renégocier avec les logiciels. Et c'est comme ça qu'en 15 jours, on a réussi à diviser par 10 quasiment le cash burn, donc c'est allé assez vite. Voilà. Et puis ensuite, avec les 8 salariés qui restaient,
On a pris notre téléphone et on a appelé nos 50 000 clients un par un. C'est des sprints qui duraient à peu près 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Et le reste du temps, on travaillait sur les tâches de fond. Et donc, 4 heures par jour, on appelait tous nos clients un par un et on leur demandait est-ce que vous seriez prêts à acheter une offre en B2B? Et si oui, laquelle? Donc, on a reconstruit l'offre comme ça de zéro. Ça a mis à peu près 6 mois pour qu'on trouve le bon modèle. 6 mois après, on recommence à avoir une traction. Et puis ensuite, 2 ans après, on était déjà aussi gros qu'avant le pivot. Et là, on a à nouveau 40 dans la boîte. Cette fois, une boîte qui est beaucoup plus résiliente, quasiment rentable. Et donc, je pense qu'on peut dire qu'on est beaucoup, beaucoup plus fort qu'avant. Mais ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été simple. Ok, merci beaucoup. Donc on a deux exemples assez opposés entre effectivement la trajectoire du groupe NGI et puis celle de PopChef. Lucas, pour en venir à Ignition Programme, vous, c'est encore différent. C'est presque une culture d'entreprise qui est fondée sur l'innovation, sur l'ouverture de nouveaux business. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? Ouais, et c'est de manière assez intéressante, je trouve que ça rebondit pas mal sur l'histoire de Didier, que j'ai écouté avec intérêt sur sa présentation. Alors, on n'a pas, nous, subi un revers de marché ou un changement assez radical dans la demande. Pour autant, il y a à peu près 3 ans, on devait faire un peu moins de... on devait faire 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. On a quand même posé que l'activité du recrutement, c'est une activité qui est très procyclique vis-à-vis de l'économie. Donc, quand l'économie va bien, nous, on va très bien. Quand l'économie va mal, nous, on va très mal. Et du coup, ça se constate actuellement. Et donc, cette exposition face à un marché qui était extrêmement forte, d'autant plus qu'on était sur le marché des startups, qui lui-même est sujet à pas mal de rebonds. En tout cas, on a des clients qui se développent très vite et d'autres très mal, nous a amené à tirer vers une stratégie qui est un peu celle qu'a expliqué Didier, qui est celle de devenir un peu le one-stop shop autour de son activité centrale. Ça rebondit aussi un peu sur ce que disait François sur l'idée du pivot. J'aimais bien ce que tu disais sur en fait, il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle et de recréer autre chose, sinon autant fermer la boîte et en créer une autre, mais plus cette espèce de réalignement avec là où le client voit de la valeur et du coup ces itérations successives. Et donc on a essayé de suivre ça. Peut-être ce qui a primé aussi chez nous, au-delà de là où le client voyait de la valeur, c'était où est-ce que les gens chez nous avaient de l'inspiration et où est-ce qu'ils avaient envie d'aller. Et donc on s'est donné un espèce de plan, c'est-à-dire en 2 ans, de basculer à peu près un tiers de nos activités sur des choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc c'est passé par le développement de nouveaux segments de recrutement. On s'est mis à recruter des développeurs, ce qu'on ne faisait pas initialement. On a recruté sur d'autres contrats, notamment sur les stages, alors qu'on était plutôt historiquement centré sur les CDI. On allait chercher de l'international. On a ouvert des bureaux à Lisbonne il y a à peu près 1 an. On est allé chercher de l'externalisation RH, donc vraiment une logique de conseil, d'accompagnement RH pour nos clients. Et puis on s'est mis à faire de la formation, notamment autour du management et puis plus récemment du marketing. Donc on est en train de développer des formations métiers et on s'est aussi on est allé chercher du B2C, ce qu'on n'avait jamais fait. On avait toujours vendu en B2B. On s'est mis à vendre directement aux individus avec des logiques de coaching et d'accompagnement sur des transitions professionnelles. Et en 2 ans, aujourd'hui, ces activités-là représentent un tiers de notre chiffre d'affaires. Après, là-dedans, il y a du recrutement, ce qui était aussi notre activité historique, donc qui est soumis au même genre d'aléas. Et les activités hors recrutement, c'est entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, on est dans les clous par rapport à la trajectoire qu'on s'était donnée. Est-ce qu'on est allé assez vite par rapport là à la crise qui nous impacte très très fort sur le recrutement? Je sais pas. On va voir. Là, du coup, nous c'est très actuel. Là, en ce moment, on a une grosse partie de la boîte qui est en train de travailler sur justement comment essayer de mettre un coup d'accélérateur extrêmement fort sur ces activités qui semblent plus résilientes par rapport au marché actuel. Donc je pense qu'on reviendra un petit peu sur les formats que nous on utilise pour faire émerger ces nouvelles activités parce qu'elles sont extrêmement structurées. Donc là on est en train d'essayer de les accélérer.
Voilà. Mais et puis intéressant aussi de voir côté Didier ce recentrage sur le segment du logiciel. C'est quelque chose qu'évidemment nous envisage depuis assez longtemps, qu'on n'a pas fait. Je voyais aussi la logique de la croissance externe qu'on a envisagé aussi et qu'on n'a pas fait. Et donc assez inspirant de voir, tu disais à la fin du parcours, c'est 60% de notre chiffre d'affaires et 80% de la valeur. Le logiciel, pour nous, c'est une activité qui est sur une temporalité tout à fait différente de notre activité de service, que ce soit dans le développement et puis même les business models autour. Donc ça donne envie d'aller creuser de ce côté-là, même si la temporalité est très différente. Il y a une question qui est centrale là-dedans, j'ai l'impression, c'est la relation au risque. Est-ce que vous êtes plutôt des gens qui êtes risque adverse ou au contraire, est-ce que vous avez envie d'aller prendre des risques sur des nouveaux business? Didier, quand on s'est appelé pour préparer cette rencontre, tu me disais que toi, tu as été un peu timide au début. Tu m'as dit on aurait pu aller au fond un peu plus vite. Est-ce que c'était lié effectivement à cette appréhension de se lancer? Ouais, je pense que là, le risque et la prise de risque et l'envie le fait d'assumer le risque est inhérent au parcours d'entrepreneur. Je pense que si on n'aime pas le risque, je pense qu'il vaut mieux choisir une autre forme d'activité pour s'épanouir. Mais pour revenir à ce qu'on disait lors de la préparation, Maxime, c'est effectivement avec le recul, on aurait pu aller peut-être un petit peu plus vite parce qu'on venait d'un monde de la distribution qui n'était pas l'activité la plus noble de la chaîne de valeur. Et c'est une des problématiques que tu rencontreras probablement si tu vas vers cette comment dirais-je, cette évolution. C'est le problème de culture finalement, parce qu'on se heurte à des gens qui ont là pour le coup qui se considèrent comme étant beaucoup plus importants dans la chaîne de valeur, et on regarde les distributeurs qui est pas le même. Donc il y a un aspect culturel qui est très très fort, et je pense que de toute manière, dans toute opération de croissance externe, ça on pourra en reparler dans le détail si vous voulez, c'est un élément qui va à prendre en compte et qui est déterminant dans le succès de l'opération. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on aurait pu peut-être aller un petit peu plus vite. Alors maintenant, modulo près, le fait que le nombre d'acteurs à racheter, il est pas extensible à l'infini et qu'il est très limité, et on a eu l'opportunité de faire une première expérience en fait de rachat. Alors ça, c'était en 2013. Auprès d'une petite boîte qui faisait 1 million d'euros, mais on a fait x2,5 le chiffre d'affaires en l'espace de 12 mois. Donc, on a pu valider finalement à très peu de risque la pertinence d'aller vers ce segment-là, et qui nous permettait pour le coup de compenser très efficacement, très rapidement les pertes de marge qu'on faisait sur notre métier initial et les recréer beaucoup plus rapidement sur le logiciel en utilisant notre base installée finalement et notre clientèle comme étant un élément captif du développement. Voilà. Et après, pour le coup, ça nous a donné des certitudes et ça nous a permis en 2015 de racheter l'acteur de référence du secteur. Alors là, qui nous a permis de faire un bond, de passer à près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 12 mois. Et là, on a racheté plus gros que nous. On était 55 personnes, 60 personnes, et on a racheté une boîte qui faisait 70 personnes d'un seul coup, avec plusieurs sites en France, avec des complémentarités, mais surtout des ruptures culturelles assez fortes qu'il a fallu intégrer dans un environnement qui était extrêmement éclaté. On s'est retrouvé du jour au lendemain, on est passé de 3 à 8 sites, avec des métiers qu'on connaissait pas, avec des équipes qui ne se connaissaient pas, qui se regardaient un petit peu comme des chiens de faïence. Et donc, toute la problématique de l'intégration s'est posée. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important. Ça nous a donné des certitudes. Et avec le recul, on s'est dit finalement, on aurait pu prendre plus de risques. Mais le contexte faisait que c'était difficile finalement d'aller plus loin, parce que finalement, les opportunités se font aussi en fonction de ce qui est disponible sur le marché. Sur cette relation au risque, Lucas, toi, tu m'as expliqué peut-être au contraire que l'ouverture de nouveaux business, c'est lié à ce business, cette cœur d'activité qui, lui, est risqué. Donc, en fait, on se met à risque pour dérisquer le cœur du modèle, c'est ça? Ouais, en tout cas, ça a été pas mal ma logique. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est nous, on a j'ai une associée qui est Caroline Payou, que peut-être certains connaissent. Je crois qu'on a une relation assez différente au risque. C'est-à-dire que elle est beaucoup plus téméraire, je pense, que moi je le suis. Et de manière assez étonnante, c'est moi qui ai été l'artisan de toute cette dynamique autour des nouvelles activités chez nous, dans une optique d'aller conjuguer ce risque de marché que je voyais venir. Et donc, c'est intéressant parce que c'est je pense, beaucoup sa dynamique à elle, très pro-risque, qui ont drivé la croissance de notre activité. Et puis cette posture très
très entrepreneurial, en tout cas, comme tu disais Didier, l'entrepreneur il va conjuguer ce risque-là. Mais du coup, c'est effectivement pour sortir de cette logique de risque que nous, on est allé chercher ces mini pivots ou ces créations de nouvelles activités. Donc ouais, enfin voilà. Et de fait, tout notre processus d'émergence de nouvelles activités consiste très précisément à amener le juste niveau de ressources par rapport au retour attendu. À nouveau, je trouve ça hyper intéressant d'idée ce que tu dis sur vous avez racheté une boîte, donc vous avez développé le chiffre d'affaires par deux en une seule année, 2,5, et du coup vous coupez votre investissement. Ça m'interroge évidemment sur nous les niveaux d'investissement qu'on met sur ces nouvelles activités. On est très proche de nos sous dans ces logiques d'innovation, très très frugal sur le temps qu'on laisse investir à nos porteurs de projets, à nos équipes sur l'innovation. Évidemment, c'est un paramètre qu'on est en train de faire bouger pour pouvoir accélérer là, en ce moment précis, parce que l'horizon temporel n'est plus du tout le même sur le développement de nouvelles activités. Donc, est-ce que ça veut dire que notre rapport au risque, il est aussi un peu en train de bouger? Oui, nécessairement. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on a innové sans avoir le mur qui se rapprochait en face. Maintenant qu'on a le mur qui se rapproche, on est en train de faire peut-être des paris. En tout cas, ça m'invite à faire des paris beaucoup plus forts sur ces activités-là. Et ça m'interroge aussi du coup sur qui porte ce sujet d'innovation chez nous et de pivot. Est-ce que c'est le moment où je ramène un petit peu plus Caroline sur ce périmètre-là pour qu'elle amène son rapport au risque à l'intérieur et que moi j'en sorte un petit peu pour lâcher la bride sur ce qui pourrait s'y passer? Ouais, ça me questionne. Est-ce que c'est pas le moment où effectivement le rapport au risque il doit changer? Et alors pour conclure avec ce sujet du risque, François, toi, est-ce que vous aviez imaginé au fond un tel scénario? J'ai eu la sensation que non. Est-ce que vous aviez imaginé que ça puisse être une telle prise de risque, cette aventure entrepreneuriale? Écoute, non, nous, la façon dont ça s'est fait, c'est assez simple en fait. J'avais un investisseur dont je suis encore très proche, qui s'appelle Gilles. Et donc Gilles, au moment de la levée de fonds se passe mal. Je le vois en mail en disant, écoute, la levée de fonds se passe mal. On risque de pas réussir à la faire. Et lui il me dit, ok, quel est le plan B si tu n'arrives pas à faire la levée de fonds? Je dis, bah, le plan B, c'est de vite trouver un nouvel investisseur qui va pouvoir mettre à minima, je sais pas, 1 million d'euros pour qu'on tienne suffisamment de temps pour faire un bridge, quoi. Il me dit, ok, mais ça, j'y crois pas trop. Est-ce que tu as un plan C? Je lui dis, bah, le plan C, c'est de faire un bridge avec toi, avec d'autres investisseurs de X centaines de milliers d'euros. Ok, est-ce qu'il y a un plan D? Bah, le plan D, c'est, je commence à couper un peu dans les équipes, on fait ça, on fait ça. Et il me dit, ok, est-ce qu'il y a un plan E qui est plus réaliste que ton plan A, B, C ou D? Et donc là, je commence un peu à m'énerver et je lui réponds par mail, bah ouais, écoute, il y a un plan E, c'est on licencie 3/4 de l'équipe, on ferme 10 points relais sur 12 et puis on pivote en B2B parce que le B2B est beaucoup plus rentable et qu'aujourd'hui, c'est même pas 5% de notre chiffre d'affaires, mais c'est quasiment 20 à 30% de la valeur ajoutée. Donc on arrête tout ce qu'on fait puis on fait que du B2B. Et je lui réponds ça en me disant, voilà, ça va un peu le calmer parce que là, il commence à me saouler avec ses plans A, B, C, D, E. Et lui, il me répond très sérieusement, ouais, en fait, je pense que ce que tu me dis là, c'est ton plan A. Ça paraît être une super idée. Si tu veux, on peut en discuter. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, ok, peut-être qu'il a raison. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a tendance à manquer un peu de recul sur son activité. Et c'est pour ça que les décisions sont toujours prises trop tard. C'est quand même bien que c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est bien connu quand vous allez au tribunal de commerce et que vous parlez à des entrepreneurs qui sont en sauvegarde ou qui sont en redressement. Ce que du coup, j'ai eu l'occasion de faire. Dans la plupart du temps, c'est des situations qui peuvent être évitées si on s'y prend en avance. Dans la majeure partie du temps, on n'ose pas parler de pivot, de redressement, de sauvegarde avant la dernière minute parce qu'on a cette espèce d'optimisme un peu fou ou de délire de se dire qu'en fait on va réussir à s'en sortir et tout va aller bien. Ben, parfois en fait il faut aussi être un peu réaliste et se dire que non, tout va pas aller bien et être capable de prendre des décisions un peu extrêmes rapidement. Voilà. Et sur le rapport au risque, je trouvais intéressant vos réponses. En fait, moi ce que ça me montre,
particulièrement le parcours de Didier, c'est qu'il y a toujours une solution qui existe en fait. Il y a vraiment quasiment tout le temps une solution qui existe. C'est extrêmement rare d'être dans la situation où il n'y a aucune solution, où vraiment là le mur il arrive et on peut rien faire. Généralement, il y a plusieurs leviers qui existent. Il y a le levier le levier classique de la croissance organique, que créer un nouveau produit, créer un nouveau service, comme ce qu'a pu faire Lucas avec l'externalisation des RH. Ça c'est un super moyen d'aller se diversifier et du coup de diminuer son risque sur une seule activité. Il y a un autre levier qui est la croissance externe. Là, tu vas racheter des boîtes et du coup, ça te permet de grossir plus rapidement ou alors d'aller attaquer un nouveau marché sur lequel t'es pas encore. Et puis, il y a le dernier levier qui est la croissance géographique qui te permet également d'aller te mettre sur différents territoires. Donc, si tu as un territoire qui est impacté par une quelconque crise, comme une grève, par exemple, tu peux réussir à sauver ta boîte. Alors, en l'occurrence, avec le Covid-19, c'est peut-être un des rares exemples où la diversification géographique est plutôt un désavantage, mais généralement, c'est plutôt un avantage. Donc, il y a plein de leviers qui existent. Puis après, il y a aussi tout ce qui est fusion, rachat, etc. Nous, on a vu des propositions de rachat, de fusion avec d'autres acteurs. Donc, on aurait aussi pu sauver la boîte de cette façon-là. On a choisi de pas le faire, mais il y avait d'autres options qui existaient aussi. Donc, il y a toujours une solution qui existe, mais je pense qu'il faut à la fois avoir beaucoup d'ambition et beaucoup de créativité dans ce moment-là et s'y prendre un peu en avance. Le risque, je suis pas sûr que ce soit le critère numéro 1, c'est plus l'ambition de l'entrepreneur. Si vraiment tu as de l'ambition pour ta boîte et que tu veux en faire quelque chose de très gros, il y a toujours des leviers qui existent. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'ambition de créer quelque chose de très gros. Et à ce moment-là, c'est très respectable également, hein, mais c'est vraiment ça le facteur clé, je pense. Et dans ces périodes troublées pour tous les trois, vous, en tant que fondateur, quelles sont vos principales qualités? Tu commençais à dire, François, il faut de l'ambition, il faut de la remise en question. Didier, par exemple, toi, c'était quoi tes principales qualités pour traverser ces différentes étapes? Moi, je pense que la qualité principale, à mon avis, c'est d'avoir une capacité importante à la prise de recul, à l'observation des signaux faibles, et qui nécessite une grande part d'humilité, finalement, pour accepter l'idée que ce qui a été vrai jusqu'à présent n'est peut-être plus vrai demain. Donc, une capacité à se remettre en cause et à se réinventer à tout moment. Moi, je connais pas mal d'entrepreneurs qui ont voulu à tout prix maintenir une ligne, quitte à s'obstiner, et c'est parfois un danger mortel. Ça, c'est la première qualité, effectivement, qui permet d'identifier le plus tôt, le plus en amont possible, les points qui vont devenir peut-être un jour un mur. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois, c'est la capacité à embarquer, à fédérer et sa garde rapprochée dans un premier temps pour construire une nouvelle aventure ensemble et embarquer le reste de l'équipe après. Et ça, je pense que c'est particulièrement vrai dans cette période-là. La période que nous vivons à l'heure actuelle est une période qu'on n'a pas vu arriver, qui pour le coup oblige à s'adapter et justement ne pas peut-être avoir la prise de recul nécessaire, parce que là, mis à part ceux qui ont pu identifier depuis le mois de novembre, à partir du mois de novembre, ce qui allait nous arriver au mois de mars, je pense que tout le monde se prend dans le mur. Donc là, la qualité principale que je vois, c'est vraiment embarquer, rassurer, hyper communiquer. On en parlera tout à l'heure peut-être plus en détail dans les questions sur le Covid. Et fédérer effectivement pour construire ensemble une histoire désirable pour l'après. Donc voilà deux choses, l'humilité, la capacité à remise en cause et la capacité à embarquer. Chez toi, Lucas, pour porter ces innovations, quelles sont les qualités que tu recherches chez les chefs de projet que tu identifies dans l'équipe? Ouais, ce sera assez complémentaire de ce que dit Didier. Nous, je pense qu'on a dû essayer de lancer à peu près une dizaine de nouvelles activités en 3 ans. On a un taux de succès qui tourne entre 2/3 et la moitié, ce que je trouve bien. Évidemment, il y a un écrémage progressif des projets, donc il y en a beaucoup qui meurent jeunes et puis le moins possible qui meurent plus tard. Ce qui a été systématique, c'est que quand on a un porteur de projet qui n'a pas une énorme dimension sales au sens force de conviction, donc la capacité à attirer à lui les gens, que ce soit des prospects, d'autres membres de l'équipe, des partenaires, c'est systématiquement tombé à l'eau. Donc aujourd'hui, on a une règle assez simple, qui en fait, il n'y a que les sales qui portent les nouvelles activités chez nous. Et puis le deuxième sujet qui, je pense, nous a permis de faire émerger autant de nouvelles activités, c'est la rigueur des process. Nous, le process d'innovation chez nous, c'est un parcours du combattant. Et donc, si on n'a pas des gens
qui sont capables d'aller trouver de la motivation intrinsèque et de la ressource en eux et d'être extrêmement cadrés dans le déploiement de leur activité. C'est pareil, ça tombe à l'eau quasi systématiquement. Et du coup, souvent, il y a une espèce de prise de conscience de la part des gens dans la boîte quand ils arrivent chez nous et qu'on leur a vendu un peu la culture d'innovation de la structure, qu'ils imaginent très je schématise, mais très post-it et à la cool, et qu'ils arrivent et en fait ils se rendent compte que ça ressemble à l'armée et que c'est l'endroit le plus horrible de la boîte parce qu'en fait il n'y a pas de carotte, tu sais pas où tu vas, les horizons de temps c'est jamais moins de 2 ans, dans un monde où globalement les gens, enfin, les jeunes diplômés changent de job en moyenne quasiment tous les ans, et qu'en plus il faut que tu trouves la flamme en partie en toi, et que personne va venir te la donner. Voilà, donc ouais, on est très attentif au profil des gens qui portent les business chez nous. Alors ça s'applique notamment beaucoup au démarrage sur ces nouvelles activités. Donc c'est là où je trouve que c'est assez complémentaire de celui de Didier, c'est-à-dire que là, moi, ce dont je parle, c'est les qualités du porteur de projet, de celui qui démarre, qui sort un projet de terre, quoi, qui est au tout démarrage. Alors, on rentre dans le dernier quart d'heure, donc on va essayer d'accélérer un peu. J'en profite pour proposer aux internautes de voter pour les questions. Vous avez un petit onglet de questions et vous pouvez voter sur celles qui vous intéressent le plus. On aura le temps d'en traiter une ou deux max. Ouais, et rebondir sur ce que disait Lucas. Vas-y. Je trouve ça c'est intéressant, mais je pense que les qualités sont pas forcément les mêmes au début et à mi-chemin. Je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que les qualités que tu as au début, quand tu es au début d'une aventure, c'est effectivement le côté très sales. Tu vas être capable de générer l'attraction avec rien rapidement, de te débrouiller, quoi, d'être très démerde. Et j'ai l'impression que à moyen terme, c'est plus des soft skills type le management, la capacité à être transparent avec les équipes, à fédérer sur le long terme, à motiver les gens, à être résilient. Donc, c'est pas exactement les mêmes compétences. Ça, d'ailleurs, tu avais un article assez intéressant du fondateur de Doctrine, il me semble, qui disait qu'il y avait 3 phases de CEO. Tu avais la phase 1 où je crois que c'est quand tu as peut-être moins de 20 salariés, où là, tu es en fait dans l'exécution, t'es vraiment dans l'exécution, et donc là, il faut être très créatif, être très adaptable, etc. Tu as la phase 2 où tu es à peu près dans les entre 20 et 50, 60, 70 salariés, ou peut-être jusqu'à 100 salariés, où là, tu es dans une phase où tu délègues, de délégation, de management, d'organisation de ton équipe, de structuration. Et tu as une phase 3 où tu commences à dépasser les 100 salariés, où ta boîte commence à devenir internationale, ou commence vraiment à grossir, à avoir de l'inertie. Et là, ce qui compte vraiment, ça va beaucoup plus être la vision à long terme, la capacité à innover, parce que chaque cycle d'innovation prend beaucoup plus de temps, et que pour anticiper l'avenir, faut s'y prendre très en avance. Donc là, tu rentres dans une phase 3 où les qualités qui sont requises sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, peut-être juste pour rajouter un petit complément sur les qualités nécessaires d'entrepreneur. Je pense qu'elles évoluent dans le temps. Alors, je me permets de revenir sur un point sur l'équipe. François, ou d'ailleurs, vous trois, comment vous avez communiqué dans ces périodes difficiles auprès de vos équipes? Et je pense que ça va faire maintenant le lien avec ce qu'on vit aujourd'hui en période de crise. Je vois notamment une question sur les gens qui sont au chômage partiel. Comment vous communiqueriez avec ces gens qui sont à distance, ces gens qui ne travaillent pas tous, voilà, sur les difficultés que traverse l'entreprise? Peut-être François, pour commencer sur la transparence pendant ce pivot. De toute façon, il faut être honnête. Et alors moi, j'ai une recommandation très claire là-dessus, c'est d'être honnête et transparent sur toute la ligne. Et ça, c'est une recette qui fait jamais défaut, je pense. En tout cas, l'inverse peut vraiment se retourner contre vous. Donc, si je prends l'exemple de ce que nous on a vécu et de ce qu'on vit maintenant, de ce qu'on a vécu d'abord dans le passé, le fait de dire à toute la boîte, voilà ce qui va se passer, on risque de se séparer les 3 quarts d'entre vous et on va prendre la décision collectivement. Ça a complètement changé la dynamique. Parce que c'était plus des licenciements, c'était des départs volontaires plus ou moins, mais en tout cas, c'était un accord commun. Ça s'est très bien passé. Et les 8 qui sont restés dans la boîte, on a fait une espèce de deal avec eux qui était à partir de maintenant, il n'y a plus de non-dit dans la boîte. Donc, si quelqu'un n'est pas content de quelque chose, il le dit, même que ce soit moi ou Briac, votre fondateur, il y a vraiment plus de non-dit. Et 2, on est tous cofondateurs. Donc, ça veut dire que ceux qui restent vont avoir du capital de la boîte. Comme ça, ils seront incentivés à ce que ça fonctionne.
et ils auront un droit d'accès à l'information qui est égal à ce que Break et moi on a. Voilà, donc une fois qu'on avait dit ça voulait dire que toutes les semaines on donnait tous les chiffres, le business plan, le cash burn, combien de chiffre d'affaires on avait généré, etc. Et c'était vraiment, pour moi, la seule façon de faire. Quand vous avez quelqu'un qui est dans votre boîte depuis quelques années ou quelques mois, peu importe, mais qui est dans une trajectoire comme ça, vous l'avez forcément vendu du rêve pour qu'il vienne chez vous. Et quand la boîte est en croissance, tout va bien, globalement tout le monde est content. Et quand la boîte elle est comme ça, pour que quelqu'un reste chez vous, là c'est vraiment un autre match. Et pour qu'il reste chez vous, il faut qu'il ait l'impression que pas grave que ce soit vrai, hein, mais il faut qu'il soit contributeur, pas juste exécutant. Si la boîte est comme ça et que vous lui dites c'est moi qui décide, toi t'exécutes, le gars il va se barrer au bout de 3 mois et il va être en dépression. Donc parce qu'il trouvera mieux ailleurs, il trouvera une boîte qui est en croissance, qui paiera mieux, qui sera moins difficile. Donc voilà. Donc moi je pense que le côté justement, ça répond un peu à la question de François qui a été posée tout à l'heure. Moi je pense qu'au contraire, il faut surtout pas être vertical, directif et top down dans cette période-là. Peut-être qu'il faut être au début, à la limite, quand tu coupes les dépenses parce que tu as plus d'informations, plus de vision que sur l'ensemble de la boîte. Donc les décisions difficiles à prendre, c'est peut-être vrai qu'il faut les prendre dans un premier temps toi-même. Ça dure quelques semaines. Après, la reconstruction, le pivot, dans la durée, pour moi, c'est justement le moment où tu dois donner beaucoup plus de pouvoir à tout le monde et accepter d'avoir l'humilité de dire, on fait une aventure collective parce que c'est le seul moyen de traverser la crise. Ça c'est pour ce qui s'est passé avant et maintenant spécifiquement lié au Covid-19. Le chômage partiel, nous on a mis quasiment toute la boîte au chômage partiel. On a arrêté l'activité temporairement, probablement jusqu'au mois d'août d'ailleurs. Donc au début on pensait que ce serait uniquement pour avril-mai et on réalise maintenant que ça va durer beaucoup plus longtemps parce que le déconfinement sera progressif. Donc la restauration sera impactée de plein fouet. Donc l'activité va être à l'arrêt pendant encore peut-être un mois, puis ensuite reprise progressive et chômage partiel jusqu'au mois d'août. Donc ça veut dire que la plupart des gens sont en chômage partiel à 75-50%. Donc leur revenu baisse et ils travaillent moins. Il y a une tentation très forte dans ce moment-là de dire à ses salariés je vous mets en chômage partiel à 50%, par contre je vous fais confiance pour travailler un peu plus sous la base du volontariat et puis en revanche je compte sur vous pour pas trop le dire et pas mettre d'écrit. Moi je pense que c'est une très mauvaise idée et on a été tenté forcément de le faire un petit peu aussi et puis je pense que c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Ça démontre des valeurs qui sont pas très bonnes de la part des dirigeants, donc je pense que c'est plutôt un mauvais signal et c'est plutôt décrédibilisant. Et par ailleurs le salarié lui aussi est moins payé, donc c'est logique qu'il travaille moins. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement dit maintenant pour ceux qui travaillent à 25%, vous travaillez tous les jours de 10h à midi parce que ça correspond à 25% de temps travaillé. Et puis à partir de midi, il n'y a plus aucun rendez-vous qui est autorisé, il n'y a plus d'email qui peut être envoyé et puis c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc on a été extrêmement réglo, je pense, sur la partie chômage partiel. On a été extrêmement transparent aussi. On a donné le niveau de cash à tout le monde dans la boîte pour qu'ils soient rassurés sur le fait que la boîte va survivre. On a levé des fonds il y a à peu près 3 semaines, donc on a beaucoup de chance. On a eu un très bon timing. Donc ça a rassuré tout le monde et globalement on n'a jamais autant communiqué que maintenant. On communique énormément, vraiment énormément. Donc on fait, François, on t'a perdu. François, on t'a perdu. Ça me permet juste d'enchaîner sur la question qui a été posée et qui a été plébiscitée. Donc la question de Christophe Lefort, peut-être pour toi Didier, comment tu vois cette après-crise et surtout sur les offres qui vont être développées par toutes les entreprises, toutes plus attractives ou plus agressives les unes que les autres. Comment tu imagines qu'on puisse tirer son épingle du jeu dans ce contexte ? C'est clair que aujourd'hui, la crise est une formidable opportunité de se réinventer. Et je crois que la prime ira aux entreprises qui, aujourd'hui, ne montrent pas une grande agressivité vis-à-vis de leurs clients, mais bien au contraire, se mettent à leur disposition et à leur service pour les aider finalement à passer le cap. Mais pas sur un mode, j'allais dire, complaisant en disant « oulala, c'est très difficile », mais au contraire en essayant de les aider activement. Bon. Donc je pense que c'est une période qui est assez propice à l'innovation en fait aujourd'hui.
Et l'innovation ne coûte pas forcément très cher. Je regardais dans les questions, dans le chat, les commentaires qui étaient faits là-dessus. L'innovation, c'est ce qu'on fait là, effectivement, aujourd'hui, voilà, à travers les webinaires. Nous-mêmes, chez Visconti, on a mis en place un programme de webinaires qui nous permet de renforcer notre présence auprès de notre écosystème et qui rencontre un vif succès. Ça, c'est l'exemple type d'innovation dans période de crise qui ne coûte pas cher. Et je pense que les entreprises qui réussiront à passer ce cap en renforçant leur écosystème s'en sortiront grandies. Après, il y a un autre élément, je pense que les entreprises qui innovent, c'est qu'elles ont réussi à resserrer autour d'elles finalement des collaborateurs qui ont envie d'innover, des collaborateurs qui se mobilisent dans cette période-là. Et on observe clairement dans les entreprises qu'on accompagne, je pense que peut-être François et Lucas pourront confirmer ou amender, on observe deux catégories de population. Il y a les gens qui sont un petit peu en mode, j'allais dire, un petit peu passif, et d'ailleurs qu'il faut surveiller parce que ça peut traduire un sentiment d'abandon. On est tous confinés, donc il faut peut-être les aider à passer ce cap-là pour les amener dans le bon wagon. Et les gens avec lesquels on va construire, ce que j'appelle plutôt les Churchill, moi. Aujourd'hui, il faut se mettre dans un contexte war room, on est dans une guerre, d'accord, pour reprendre les propos de notre président. On est dans une guerre, ok, et il faut constituer des comités de direction qui représentent des war rooms avec des Churchill autour de la table pour voir comment on fait pour tirer l'entreprise et puis lui permettre de se réinventer et de profiter finalement des opportunités qui vont émerger, parce qu'il y aura forcément des cadavres, il y aura forcément des gens qui vont rester sur la route, mais il y aura également des grandes opportunités à saisir pour les entreprises qui sont capables de se positionner activement sur les opportunités aujourd'hui qui sont en train d'émerger. Et je pense qu'il faut le faire finalement maintenant. Il y a eu une première période j'allais dire, de sidération, d'adaptation, j'allais dire en mode urgence pour savoir comment on fait pour sécuriser la trésorerie. Est-ce qu'on passe le cap ou pas? Donc, les crash tests que la plupart des entreprises ont fait. Et maintenant, on est dans une phase réellement, ça va arriver. On ne sait pas dans combien de temps. Il faut faire différents scénarios et en profiter pour se réinventer en mettant autour de la table les collaborateurs qui sont les plus porteurs d'innovation et qui ont le plus envie de se mobiliser. La bonne nouvelle, c'est que dans cette période-là, émergent des talents, émergent des envies, émergent des velléités d'innovation, de pouvoir et qui on est surpris parfois effectivement par les gens qu'on trouve. Moi, j'ai des témoignages de clients que j'accompagne qui me remontent des témoignages de porteurs d'innovation qui se révèlent dans des situations très compliquées. C'est sur ces gens-là qu'il faut s'appuyer. Et alors, il nous reste 5 minutes. Peut-être toi, Lucas, de ce que tu tires de ces années d'entrepreneuriat, quel conseil tu aurais envie de donner aux gens qui nous écoutent pour s'adapter à cette crise qu'on traverse? Vaste question. Vaste question et courte réponse. Ouais, courte réponse. Je pense je sais pas, j'aurais envie de parler un peu de la raison d'être. On a eu à beaucoup de moments la possibilité de lancer des business qui nous ressemblaient pas parce que ça rapportait du pognon, parce que ça excitait un mec dans la boîte et puis pas les autres. Et du coup, je trouve que peut-être dans ces histoires de pivot et d'innovation, il y a des moments aussi où la question de l'alignement avec la raison d'être de la structure se pose de manière très très forte. Et j'ai l'impression que plus on va toucher ça de près dans ces moments-là, et plus on arrive à se recentrer sur cette raison d'être, et plus on va être en capacité d'embarquer les gens dans cette nouvelle aventure. Et du coup, si je veux terminer de façon courte, ce serait ça, c'est-à-dire en fait utiliser ce levier de la raison d'être, aller le chercher, le mettre à nu, pour voir ce qui fait sens aujourd'hui par rapport au marché, par rapport aux gens qui sont rassemblés autour du projet de l'entreprise, et qu'est-ce que eux ils ont envie de mettre sur le marché. Évidemment avec ces Churchill qui sont ceux qui sont dans les war rooms et qui en ce moment sont en train d'exploser, effectivement en misant sur les bonnes personnes, quoi. Ouais, je rebondis là-dessus. Merci Lucas de faire le lien avec ce que je disais, et c'est extrêmement important. Communiquer autour du sens, communiquer autour du why. Les gens sont en quête de sens plus que jamais aujourd'hui. Et c'est vrai que le rôle, à mon avis, du leader et du CEO, c'est d'embarquer les collaborateurs et leur rappeler le sens de l'action au quotidien. Donc, travailler sur le why et hyper communiquer là-dessus et innover, mais autour de ça, en effet, c'est un point qui est extrêmement important. François, le dernier mot sera pour toi. Quels enseignements tu tires de ce pivot et tu aurais envie de transmettre aux 56 participants qui continuent à nous écouter?
Bah, écoute, moi, évidemment, je suis d'accord avec le why et la raison d'être. Je pense que c'est fondamental. Mais je pense à court terme, je vais être peut-être un peu plus, un peu moins positif. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment l'ampleur en fait de la crise dans laquelle on est. En tout cas, des discussions que je peux avoir autour de moi avec des entrepreneurs, j'ai l'impression que peut-être que c'est moi qui la surestime. Hein, on peut pas savoir, mais moi j'ai l'intuition que on sous-estime beaucoup la vague de récession qu'on va se prendre, le déconfinement, à quel point ça va être long, à quel point ça va se faire dans la durée, peut-être sur 12 mois, à quel point ça va impacter tous les business. Et donc, je pense que, encore une fois, moi, ce que j'ai vécu et la leçon que j'en ai retenue, c'est qu'il faut s'y prendre en avance. Il faut vraiment s'y prendre en avance. Et il faut prévoir tout de suite un plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Et je pense que c'est probablement le plan E qui va se réaliser. Voilà. Donc moi, mon conseil à très court terme, il est peut-être pas très marrant, mais c'est préparez-vous à la Troisième Guerre mondiale et préparez un plan D ou E. Et préparez-vous très sérieusement à ce que ce plan E arrive, quoi. Donc je pense qu'il faut être à la fois très créatif pour réfléchir à un plan E et il faut être très réaliste et aussi transparent avec ses équipes. Maintenant, transparent, ça veut pas dire pessimiste, ça veut pas dire sombre et c'est hyper important de malheureusement porter seul en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur ou à deux si vous êtes deux dans le couple entrepreneurial, de porter seul le poids du stress et de l'angoisse qui est lié à la situation. Si vous arrivez tous les matins en tirant la tronche, les salariés vont jamais trouver la motivation, l'énergie pour continuer. Donc, il faut à la fois être transparent et positif. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Voilà. Donc, moi, je terminerai en disant prise de conscience du fait que ça va être beaucoup plus dur que ce qu'on pense. Créativité pour penser à des solutions qui soient smart. Le faire tout de suite et rester positif. C'est le paradoxe de Stockdale, et tu as tout à fait raison, François. Hein. Il est démontré que les entreprises qui s'en sortent sont pas celles qui nient les difficultés, sont pas celles qui voient l'avenir tout rose, mais sont celles qui arrivent à se projeter sans nier les difficultés du quotidien. Donc l'un et l'autre sont absolument indissociables. L'avenir peut être rose, mais à condition d'être bien préparé à traverser la crise, et ça nécessite en effet de faire une analyse très très rigoureuse et très objective de la situation, être transparent vis-à-vis des collaborateurs, éviter de rassurer pour vouloir rassurer à tout prix. Confère la communication gouvernementale là, sans prendre de position sur ce sujet, mais au départ, vous savez, ils ont été extrêmement rassurants, ils ont voulu être rassurants, et finalement, il manquait de crédibilité, et maintenant, ils changent la communication, ils sont transparents, et finalement, l'opinion a tendance à remonter. Paradoxe de Stockdale, effectivement, les entreprises qui survivent sont celles qui arrivent à se projeter, mais qui sont très conscientes des difficultés à court terme. Et ça veut dire concrètement avoir 18 mois de cash devant vous. Donc, si vous n'avez pas 18 mois de cash devant vous, il faut vous arranger pour les avoir, quoi. Voilà, donc ça veut dire faire les cuts qu'il faut faire, peut-être aller moins vite sur des projets d'innovation, peut-être aller chercher un prêt bancaire maintenant tant que c'est encore possible, aller chercher un bridge auprès des investisseurs, je sais pas, mais prévoir un peu de cash. Ok, merci pour cette conclusion pragmatique. Merci François et merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je sens qu'on pourrait continuer encore des heures cette discussion, mais malheureusement on s'est engagé sur une heure de table ronde. Et donc merci à tous, merci à tous les trois. On fait des webinaires tous les vendredis matins pour ceux qui nous suivent, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains. Et puis voilà, on fera un compte rendu de cette table ronde, donc on vous la communiquera très vite. Merci à tous. Et très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon courage à tous.